Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire, mais pas que. Bien content de vous retrouver, premier épisode de 2026, donc comme le veut la coutume bien sûr, la coutume, hein, vous avez bien compris. Ça commence bien, bonne année bien sûr, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. En termes de baseball, je pense que c'est une année qui s'annonce excitante. Il y a déjà la World Baseball Classic qui va nous tenir en haleine avant le début de saison MLB, KBO et NPB notamment. Bien entendu, et on va y revenir, la saison de baseball universitaire arrive. Au niveau des JUCO, donc des Community College, ça commence là dès maintenant, là, sur la deuxième, troisième semaine de janvier, ça reprend. On aura le softball en NCAA qui va reprendre une semaine avant le baseball universitaire qui va reprendre aux alentours de la deuxième semaine de février. Donc c'est-à-dire qu'il nous reste un mois pile, à peu près. J'ai dit pile, mais bon, j'ai rajouté à peu près. Ce qui veut dire que ce n'est pas si pile que ça, mais un mois avant le début de la saison. Ce qui fait qu'à chaque début d'année, entre guillemets, pour moi, il y a une double excitation. Déjà, la nouvelle année. Même si plus on fête de nouvelles années, plus on se rend compte que ça en fait beaucoup et que ça veut peut-être dire quelque chose. Peut-être qu'entre guillemets, on vieillit un peu. Mais également à chaque fois que la nouvelle année arrive, c'est-à-dire qu'on n'est plus qu'à quelques semaines du début de la saison en termes de baseball universitaire, et c'est ça qui est vraiment excitant. Avant de commencer donc cette nouvelle saison en termes de podcast, c'est la saison 4 du podcast qui commence aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook et peut-être que j'en oublie Blue Sky. Une fois je l'avais appelé Butterfly parce qu'en fait il y a un papillon c'est l'icône de Blue Sky, mais Blue Sky, etc., etc. Et sur tous ces bons mots et cette longue introduction, on va pouvoir y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors ça y est, nous y voilà, la saison va bientôt débuter et 2026 en termes de college baseball, c'est une saison charnière. On en avait parlé en long, en large et en travers, mais ces années 2020, cette décennie 2020 jusqu'à présent, a apporté beaucoup de changements en termes de, on va dire, de département athlétique, de visibilité, de vision athlétique, notamment pour les sports un peu plus mineurs, je pense notamment au baseball par exemple, mais pas que. On va dire qu'il y a une sorte de refonte générale. Il y a cet aspect aussi où les étudiants athlètes deviennent quasiment des professionnels dans l'aspect rémunération. On en a parlé avec la NIL, donc le droit à l'image, les rémunérations liées à l'image, mais également cette idée, je vous rappelle que on en a parlé en 2025, mais il y avait ce settlement où on voulait vraiment pouvoir partager les revenus entre, donc bien sûr par exemple les diffuseurs qui récupèrent de l'argent grâce aux étudiants athlètes et directement les étudiants athlètes, ce qui ferait qu'ils deviendraient quelque part des sortes de salariés et ce qui leur donnerait un statut quasiment professionnel. Au-delà de ça, on en avait parlé notamment pour le baseball parce que c'était un gros changement, il y avait cette idée de mettre des nouvelles règles. Donc pas que pour le baseball, mais ça avait un gros impact sur le baseball, puisque on a parlé de la limitation ou de limiter les rosters à 34 joueurs. Je vous le rappelle, en termes de baseball universitaire, souvent on pouvait avoir 40, 45, 50 joueurs dans la fac. Et donc après, on faisait un peu le cut après les entraînements d'automne. Et donc on retrouvait beaucoup de jeunes qui se retrouvaient soit à redshirt, soit à se retrouver la plupart du temps sur le banc, ou à ne pas pouvoir en fait même faire partie du roster sur la saison. Ça a apporté aussi pas mal de frustration, et on le sait qu'avec les règles qui se sont assouplies en termes de redshirting quand vous transférez d'une fac à l'autre, on a vu aussi cette évolution où il y a de plus en plus de transferts. Le portail des transferts a encore une fois été bien bouché, beaucoup de mouvements. En termes de philosophie, c'est comme je dis à chaque fois, ça c'est un peu discutable dans le sens où en fait on se retrouve avec ce sentiment d'appartenance à une fac beaucoup plus dilué en tant qu'étudiant athlète, puisqu'on peut transférer pour diverses raisons. Par exemple, on est un jeune haut prospect en provenance du lycée, on avait décidé de commit pour une grosse fac et de suivre le commit au lieu de
voilà, de concourir pour la draft, par exemple, ou d'accepter sa draft. Et on se retrouve sur le banc. Je pense à, comment il s'appelle déjà, c'est Paxton Kling, notamment l'outfielder qui a été à LSU, puis ensuite à Penn State. À LSU, c'était bouché parce qu'il est arrivé dans un LSU qui venait de remporter un titre, qui avait encore des gros joueurs de ce titre, de 2023. Et on l'a très peu vu jouer, et sa progression aussi s'en est ressentie, avec pas mal de déceptions. Et on a donc retrouvé Paxton King de transfert du côté de Penn State, du côté de chez l'écurie de Mike Gambino. Pour au final des résultats un peu mitigés, mais ce n'est qu'un exemple parmi des milliers d'exemples. Et donc tout ça pour dire que il y a ces règles qui ont été mises en place pour qu'on ait moins de joueurs dans les rosters, et donc on a limité à 34 le nombre de joueurs dans les rosters, mais aussi on a élevé le nombre de bourses par équipe. Le nombre maximum de bourses est égal au nombre de joueurs que l'on capte dans le roster, c'est-à-dire 34 full scholarship par équipe. C'est à la fois quelque chose qu'on pourrait dire qui permettrait d'homogénéiser dans un monde idéal, bien sûr. On se dit que potentiellement, n'importe quelle fac pouvant se permettre de donner 34 bourses serait gagnante, et ça pourrait en fait entre guillemets réduire l'aspect entre mid-majors et Power 5 ou Power 4 pour le coup en baseball. Mais ça peut plutôt avoir l'effet inverse, dans le sens où même si vous avez le droit de donner jusqu'à 34 full scholarship, il ne faut pas être dupe. Les facs puissantes, par exemple de SEC et compagnie, vont avoir beaucoup plus de facilité à pouvoir libérer ces 34 bourses face à des mid-majors qui vont peut-être devoir continuer à donner une dizaine de bourses, et après le reste vont être des étudiants qui ne sont non boursiers ou à moitié boursiers. C'est un peu compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est un des changements majeurs, une des évolutions majeures que l'on va commencer à voir sur cette deuxième partie de la décennie 2020. Et on va voir si ça va avoir justement cet impact que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire peut-être un gap présent entre les conférences riches, les conférences powerful et avec des gros budgets, et les mid-majors. L'autre chose dont j'ai envie de parler, là ça en revient sur l'aspect sportif, ce à quoi on peut s'attendre pour 2026, déjà c'est la défense du titre de LSU. LSU, un peu à la surprise générale, même si ça reste une grosse équipe avec un coach Hall of Famer à n'en pas douter dans le futur, Jay Johnson. Ils viennent de remporter le titre en étant une sorte d'underdog, puisqu'il n'y avait pas ce star power qu'ils avaient en 2023 et même 2024, mais il y avait beaucoup de joueurs très bons, une certaine homogénéité, un resserrement derrière la défense et quelques go-to guys qui étaient entre guillemets des vestiges du titre de 2023. Et on a vu aussi des sortes de joueurs qui, dès leur année freshman, ont eu un impact important. Je pense à Derek Curiel, pour ne citer que lui. LSU, je le rappelle, sur la partie moderne du college baseball, c'est peut-être la meilleure fac en termes de college baseball du pays. Ils ont lancé une première dynastie avec 5 titres remportés entre 91 et 2000 de mémoire, ça doit être à peu près ça. Et là on se demande, puisque là c'est 2 titres en 3 ans, est-ce qu'ils vont pouvoir impacter la suite des années 2020 et refaire en fait cette partie un peu dynastie, se rapprocher aussi, pourquoi pas, du record de USC qui, à l'heure actuelle, a 12 titres, le dernier étant, il y a quand même facilement 20, 30, 40 ans. C'est l'un des aspects dont on va vouloir voir le plus de choses, puisque LSU revient quand même avec, encore une fois, une équipe solide, des joueurs qui ont prouvé la saison dernière et qui vont pouvoir confirmer, mais ça va être aussi à double tranchant, est-ce qu'ils vont être capables de confirmer maintenant qu'on les attend? Je pense notamment, encore une fois, à Derek Curiel. Et puis, on va voir si va y avoir ce hangover title. C'est-à-dire que souvent, les équipes, après une année où elles ont été championnes, même s'il y a un renouvellement d'effectifs du fait des graduations, etc., il y a toujours cet impact un peu négatif sur ces équipes qui viennent de remporter un titre, qui ont du mal à être de nouveau au niveau. Donc, on va voir ce qui va se passer pour LSU, et on va voir si LSU peut être cette équipe dynastie. On n'a pas eu de dynastie de toute façon depuis justement le LSU des années 90, pour être tout à fait clair. Et avant LSU des années 90, la dernière dynastie c'était quoi? Ça a été que USC, si on regarde bien, quoi. Parce que Miami, en termes de titres rapprochés sur 20 ans, ils ont remporté 3 titres je pense. Bref,
mais on peut pas parler de dynastie parce que c'était pas dans une même décennie. Donc en tout cas, c'est voilà l'une des autres choses que je voudrais retenir et un peu les choses à noter pour la saison à venir. J'ai envie qu'on parle aussi un peu plus des équipes en général et parler un peu de ce pre-season ranking, puisque vous le savez, avec la saison qui approche, on a tous ces pre-season rankings, donc on a tout ce conglomérat de médias, de journalistes, etc., voilà, officiels, officieux, de podcasts, etc., qui vont vous donner leur propre pre-season ranking, donc leur top 25 à eux. Et ensuite, ils vont faire des sortes de previews par conférence et compagnie. On va aussi jouer un peu à ce jeu-là, nous, pour les conférences. Mais on va se baser sur le top 25 de D1 Baseball, qui est encore une fois le média officiel, l'entité officielle quand on parle de ranking en termes de NCAA Baseball. Et donc, souvent, en termes de ranking, on voit l'équipe qui a été championne être numéro 1. Et bien là, ce n'est pas le cas, puisque LSU est ranké numéro 2 dans le top 25 de pré-saison de D1 Baseball. Et l'équipe numéro 1, c'est UCLA. UCLA, on a connu la partie un peu plus down du règne de John Savage, puisque la première partie des années 2020 a été compliquée pour UCLA. Je rappelle que 2023, ils ne vont même pas au tournoi national. 2024, c'est la même chose. La saison dernière, on les a enfin retrouvés à un niveau auquel on est censé les retrouver. Comme par hasard, il y a eu beaucoup moins de blessures, puisque je le rappelle, l'UCLA a été quand même beaucoup impacté par les blessures sur la première partie des années 2020. On se posait même des questions au niveau des départements santé et performance de UCLA quand on parle de baseball. Mais là, enfin, les joueurs ont été en santé. John Savage a pu remettre en place ce qui a fait sa force, notamment lors du titre de 2013, c'est-à-dire jouer avec beaucoup de shortstop dans l'infield, c'est-à-dire qu'il récupère souvent des classes très intéressantes de shortstop et il en fait on va dire son petit diamant de l'infield. Ça a très bien marché la saison dernière, que ce soit défensivement mais aussi en termes de surprise offensivement. En atteste bien sûr le joueur de la saison dernière, même si... Oh, j'ai un trou, comment il s'appelle? Oh mon dieu. Comme par hasard, je vais pas retrouver son nom alors qu'il a été drafté, il a été Golden Spikes. Il y a son frère qui est toujours à Arkansas. Vous allez m'aider. Oh mon dieu. Je vais le retrouver. Pour vous, il n'y aura pas de changement, mais moi, je vais faire une petite coupure, je vais le retrouver. Et bien sûr, c'est Weiwa Aloy. Alors... Golden Spikes de la saison dernière, mais comme je le disais, la saison dernière c'était un peu particulier puisqu'il y avait plusieurs joueurs qui pouvaient clairement remporter le Golden Spikes et les récompenses individuelles universitaires et amatrices en général. Preuve en est, puisque le joueur dont j'ai envie de parler c'est bien sûr Rock Cholowski, le shortstop, j'ai envie de dire l'un des shortstops de UCLA, qui a été pour beaucoup le meilleur joueur de la saison dernière. Il a clairement mené UCLA jusqu'à Omaha, bien sûr il n'était pas le seul, mais il a été un peu le symbole de ce retour en grâce de UCLA, qui est donc parti jusqu'au College World Series. Rock Cholowski, clairement, on va en reparler un peu plus tard dans ce podcast, dans ce petit épisode, puisqu'il fait aussi partie des prospects à forte valeur, surtout en termes de pré-saison, pour la draft 2026. Donc UCLA est ranké en termes de première position, puisqu'en fait il garde en fait la plus grande partie de leur roster, qui a été donc au College World Series la saison dernière, et en plus de ça ils ont fait des transferts très intéressants. On en reparlera bien sûr lors de la preview Big Ten. Et LSU, comme j'ai dit, est en position numéro 2. Et ensuite, on va un peu plus descendre. On a Texas qui, pour son premier stint en SEC, et donc son année 1 avec Jim Schlossnagle, a terminé championne de la saison régulière de SEC, mais qui a été, à la surprise générale, a été éliminé dès le premier tour du tournoi national. C'est un peu comme ce qu'a fait Vanderbilt qui avait été ranké numéro 1 à l'approche du tournoi national et qui s'était fait donc éliminer aussi à son propre regional en tant que numéro 1. Ce qui était d'ailleurs quelque chose d'assez exceptionnel de voir le numéro 1 et le numéro 2 à l'entrée du tournoi national se faire éliminer. Texas est donc numéro 3. Texas, ça va être très intéressant à voir. Il y a peut-être toujours
des petites questions en termes d'offense, on en reparlera bien sûr dans la preview S ici pour le coup, mais le pitching normalement devrait être très 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 intéressant, et je pense notamment, comment il s'appelle, comme par hasard, lui aussi je l'ai oublié, le freshman de Texas de l'année dernière. Quelqu'un peut m'aider? Je retrouve plus les noms, c'est incroyable. On va dire que c'est le retour un peu difficile à la réalité, et le retour à vous donner des informations plus ou moins bien recherchées à l'avance. Je retrouverai son nom, vous inquiétez pas, pour la preview de Texas, mais en tout cas c'est un des pitchers, en tant que freshman, il était closer d'ailleurs, qui avait été très intéressant, et on pourrait le revoir, pourquoi pas cette fois-ci, transiter ou transitionner vers un rôle de starter. Mais bref, Texas avec son pitching est très intéressant. Ensuite, en quatrième position, on a Mississippi State, et là c'est l'effet, bien sûr, Brian O'Connor, je rappelle, l'un des coachs les plus émérites des 15 dernières années, champion avec UVA en 2015, quasiment chaque année était facilement au tournoi national, et voire plus, a fait plusieurs stints à Omaha avec UVA, l'année dernière ça a été une saison sans, ils n'ont même pas pu participer au tournoi national, et donc c'est un peu la fin de cette collaboration entre UVA et leur coach mythique. Brian O'Connor arrive donc du côté de Mississippi State, et on le sait, à Mississippi State, ça peut être à double tranchant, parce qu'il y a une forte passion. Il y a eu des grosses équipes à Mississippi State dans l'histoire, même s'ils n'ont qu'un seul titre, c'est d'ailleurs le titre de 2021. En termes d'effectifs, je pense notamment à des Will Clark, pour ne citer que lui, mais il y a eu des joueurs de renommée, même renommée MLB, qui ont été dans les rosters historiques de Mississippi State. C'est vraiment un endroit qui, pour le coup, respire le baseball, même si, encore une fois, le palmarès n'est pas à la hauteur de l'engouement. Donc si ça commence bien avec Brian O'Connor, peut avoir une sorte de montée d'adrénaline, même en termes de public, de fans et compagnie, ça peut être très intéressant. Mais au contraire, si ça commence mal, parce que c'est un endroit qui est très peu patient, il faudra bien vérifier ce qui se passe du côté de Mississippi State, mais bien sûr avec son arrivée, et donc l'arrivée de transferts notamment qui viennent de UVA, qui l'ont accompagné, Mississippi State paraît armé. En cinquième position, en pré-saison, on a Georgia Tech. Ça fait sens parce que Georgia Tech a été très intéressante la saison dernière. C'est vrai que moi j'aime bien, entre guillemets, pour vulgariser, limiter un peu Georgia Tech à son outfielder star, l'un des prochains top prospects de la draft 2026, Drew Burress. Mais ce n'est pas que lui, il y a vraiment des gros joueurs. Il y a eu des breakout years l'année dernière très intéressantes. On en reparlera lors de la preview ACC pour le coup. On va aller un peu plus vite pour la suite du top 25, puisqu'on a fait les 5 premiers. On a Coastal Carolina qui a fait un truc incroyable, qui a failli être de nouveau une Cendrillon presque 10 ans après son titre de 2016, et qui a échoué au final des College World Series, ce qui sera encore là avec un effectif quasiment inchangé. Quand même une perte clé, c'est bien sûr Caden Bodine, le catcher qui a été drafté, mais à part ça, il y a quand même pas mal de pièces qui reviennent. Arkansas, toujours bien placé en 7ème position. Louisville, qui a fait une très grosse saison ACC et qui a été assez loin aussi au tournoi national, en 8ème position. Auburn, qui a fait une belle saison de rebond, en 9ème position. TCU, attention, TCU, l'équipe de Kirk Saros, qui est attendue au tournant et qu'on voit ranker assez haut par rapport au potentiel qu'il y a dans l'effectif. Mais c'est une équipe qui n'a pas été au tournoi national, notamment la saison dernière, et qui va devoir retrouver ses standards. North Carolina est sur le même type de progression. Ils ont quand même perdu des joueurs parce qu'il y avait pas mal de seniorité, mais ils ont gardé un effectif très intéressant. Oregon State est 12ème, et ça fait sens, même si aussi ils ont perdu quelques joueurs très importants, et notamment dû au transfert. Je pense à Trent Carraway qui est parti du côté de la SEC, si je dis pas de bêtises. En 13ème position, Florida. 14ème, Tennessee. On va voir, maintenant que Tony Vitello est parti du côté des Giants de San Francisco pour l'un des gros mouvements de 2025, ce mouvement un peu exceptionnel entre college baseball et MLB. On va voir ce que Tennessee va être capable de faire avec Josh Elander à la barre. Josh Elander, je rappelle, c'était quand même un gros assistant coach qui a été quand même prisé un peu partout en termes de college baseball. Donc on va voir, parce que il y a quand même un effet domino à Tennessee, puisque Josh Elander, qui était l'un des principaux assistants coach de Tony Vitello, devient head coach. Il y a des sous-assistants qui vont devenir assistants coach. Il y a pas mal de mouvements en fait. Et pareil en termes d'effectifs, il y a des joueurs qui sont partis. Il n'y a peut-être pas eu la vague de recrutement habituelle qu'on peut trouver du côté de Tennessee, donc ça va être intéressant à voir. Georgia en 15ème position, on va voir ce que ça donne avec c'est Wes Johnson, si j'ai pas de bêtises, qui est là-bas. Florida State, c'est censé être un peu plus bas que les 2 dernières saisons, puisque là ils ont quand même perdu du monde et du beau monde, je pense notamment à Jimmy Arnold.
NC State est en 17e position. Kentucky qui a peut-être une vraie carte à jouer en SEC. Ils sont pas sous-estimés, ils sont en 18e position d'ailleurs et c'est pas pour rien. En 10e position on a Clemson. En 20e position Southern Miss. En 21e position Wake Forest. En 22e position Miami qui va devoir aussi remontrer un peu qui ils sont. En 23e position on a Vanderbilt bien sûr. Tim Corbin. Ça ne fait pas de pli. En 24e position, on a Arizona et en 25e position, on a Texas A&M qui va devoir aussi se venger ou nous apporter une sorte de revanche sur la saison dernière qui a été très compliquée. A noter d'ailleurs en fait que depuis que D1 Baseball fait les top 25, j'avais lu cette anecdote intéressante, c'est que il y a quelques équipes qui n'ont jamais quitté le top 25 de pré-saison. Vanderbilt, je suis quasiment sûr qu'il y a LSU et j'oublie la troisième équipe, je pense que c'est Texas mais je suis pas sûr. Mais voilà, c'était la petite anecdote au passage, c'est pas là des plus importants, mais c'est juste parce que je trouvais ça assez marrant qu'il y ait certaines équipes qui prouvent en fait leur régularité par le fait qu'ils sont toujours bien classés dans les pre-season polls, voilà, et ce depuis une dizaine d'années pour le coup. Voilà pour cette partie. Je vais faire une toute petite respiration, et ensuite on va continuer sur les attentes, et là on va se focaliser un peu plus sur les joueurs, et notamment avec la draft à venir. Me revoilà. On va parler en 2-3 minutes des joueurs. On aura le temps bien sûr de vraiment décortiquer avec un way too early top 10 des prospects universitaires pour la draft. C'est pas vraiment un top 10 draft, mais vraiment un top 10 des prospects universitaires pour la draft. Parce que comme vous le savez, à chaque fois je le rappelle, j'ai beaucoup moins de visibilité sur les prospects lycéens. Donc pour les lycéens, je ne fais que faire confiance très clairement aux différents médias spécialisés, Baseball America, Perfect Game et compagnie. Mais pour le coup, pour le college baseball, je peux aussi donner un peu plus mon avis par rapport à ce que je vois. C'est un peu plus facile pour moi d'en parler. Et donc là en fait, très clairement, on a des joueurs comme chaque saison qui vont être à surveiller. Le premier, on en a parlé, c'est Rock Cholowski, le shortstop qui a pour l'instant les faveurs en termes de pre-season pour être le Golden Spikes pour la saison à venir. On sait qu'en général, quand on dit ça, on porte la poisse au joueur en question et ça se passe pas très bien. J'espère que ça sera pas le cas pour lui. Parmi les gros prospects, on a bien sûr Drew Burress, dont j'ai parlé de Georgia Tech. Je rappelle, saison freshman de l'année en ACC. Saison sophomore, peut-être moins de home run, parce que je pense que saison freshman c'était 25 home run, c'était n'importe quoi, il était trop fort en termes de home run. Mais en saison 2, pour moi en fait, je pense qu'il avait frappé 19 home runs, ce qui est déjà super intéressant. Je rappelle qu'ils ne font qu'une cinquantaine de matchs. Donc 19 home runs en une cinquantaine de matchs, c'est quand même un très bon ratio. Mais surtout en fait, c'est ça. Il a réussi à apporter un peu plus de pureté dans son jeu, beaucoup plus clean. Et notamment avec ce ratio, il avait déjà un très bon ratio, mais ce ratio vraiment walk, strikeout, très intéressant pour lui. Et on va voir où en est sa progression, parce qu'il arrive à un moment où il est éligible pour la draft. On a bien sûr Derek Curiel, champion avec LSU, qui est normalement il est sophomore éligible par rapport à son année de naissance. Il est sophomore, donc deuxième année, il n'est pas junior encore, mais éligible, car il aura 21 ans au moment de la draft. Voilà pourquoi il est dans cette liste. Un joueur qui va devoir nous prouver des choses, j'en avais parlé beaucoup la saison dernière, le shortstop d'Alabama, Justin LeBron, qui avait fait d'ailleurs un début de saison tonitruant, mais qui en deuxième partie de saison, notamment lors du calendrier SEC, s'est un peu effondré. Ça reste un gros prospect athlétique, très très bon en termes de couverture de terrain, bien sûr des progrès à faire en pure défense, mais le potentiel est là en termes de shortstop. Donc c'est une position premium, donc il devrait être encore là. Et en termes d'offense, il va devoir montrer un peu plus, parce que je pense qu'en SEC c'était assez dégueulasse. Il était vraiment strikeout beaucoup de fois, les chiffres étaient très mauvais. Mais on va voir s'il est justement capable de rebondir et de rassurer les scouts. Autre joueur, bien sûr, AJ Gracia qui fait partie de cette espèce d'effet domino, puisque Brian O'Connor, parti de UVA à Mississippi State, l'a ramené des joueurs à lui. Chris Pollard, qui le remplace, lui en provenance de Duke, a récupéré des joueurs de Duke, dont notamment AJ Gracia, qui donc transfère de Duke vers UVA, tout simplement. Saison freshman, très intéressante. Saison sophomore, encore une fois, très solide.
peut-être un peu en deçà de ce qu'on pouvait imaginer, mais très solide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une grosse progression, mais par contre ça a été toujours aussi solide. Un joueur qui a un upside défensif qui peut être très intéressant, center fielder notamment. On va voir exactement où il va se positionner dans le outfield pour les scouts, mais voilà, center fielder, c'est là où moi je l'ai vu de côté de Duke. Et on va voir si l'offense est capable de suivre. Si on veut parler un peu de pitcher rapidement, bien sûr, Liam Peterson de Florida. Normalement c'est son année, hein, tout le monde attend beaucoup de choses de son côté. Il a pitché quand il était en tant que freshman avec des joueurs comme Caglione à ses côtés, etc. etc. On va espérer qu'il va continuer sur ce qu'il a montré en saison sophomore pour rassurer encore plus les scouts sur sa saison junior. Autre pitcher, Cameron Fluky, qui a fait partie de cette équipe de Coastal Carolina qui a été impressionnante. Et on va voir s'il est capable de continuer sur sa lancée. Un troisième pitcher pour un peu balancer le fait que j'ai parlé de 3 joueurs de position, Jackson Flora de UC Santa Barbara. UC Santa Barbara qui chaque saison nous propose un très bon pitcher. On a eu Tyler Bremner, d'ailleurs drafté en 2e position la saison dernière de mémoire. Vous me rappellerez si comme d'habitude j'ai des petits trous, mais je pense que c'est ça. Jackson Flora lui aussi a surveillé, très bon lanceur droitier. Et puis bien sûr on a des joueurs qui ont fait des très bonnes choses lors de leur année freshman du côté de Texas A&M. Je pense à Gavin Graovac et Kaden Sorrell, et qui maintenant en année 3, après une saison très compliquée, vont vouloir aussi se montrer de nouveau à leur avantage. On en parlera bien sûr avec beaucoup plus de détails plus tard, mais c'est juste pour vous rappeler que bien sûr parmi les attentes 2026 comme les attentes de chaque année, on a des attentes sur les joueurs par rapport notamment à la draft à venir. Les choses qu'on va vouloir voir également quand on parle de joueurs ou quand on parle d'individualité, que ce soit joueur ou entraîneur, c'est comment vont s'adapter les équipes qui ont donc eu par exemple des transferts, que ce soit des départs de joueurs importants, je pense à Duke par exemple, des arrivées de joueurs importants en masse, je pense à Mississippi State pour ne citer que cette équipe. Et pareil au niveau des entraîneurs, on en a parlé un peu auparavant, mais Josh Ellender va donc remplacer Tony Vitello à Tennessee. On va se demander comment ça va se passer. Mais au-delà de ça, on a par exemple James Ramsey qui récupère le rôle de head coach du côté de Georgia Tech après le long stint de Danny Hall. Danny Hall, je rappelle, c'est plus de 1400 victoires en college baseball, l'un des coachs les plus victorieux de l'histoire, hein. Je pense qu'il est dans le top 15 des coachs les plus victorieux de l'histoire du college baseball, ce n'est pas rien. Et donc il va falloir pour James Ramsey enfiler les pantoufles assez larges de Danny Hall, si je puis me permettre. Donc ça va être un peu ce genre de choses là aussi qu'on va vouloir regarder, comment vont s'adapter les équipes par rapport au mouvement, et aussi comment va s'adapter entre guillemets l'industrie mid-major, comment eux vont réussir dans des stints de plus en plus violents pour eux en termes de on va dire perte de joueurs par le portail des transferts, comment ils vont arriver à suivre. Ça va être quelque chose de très intéressant à regarder. Et puis un dernier point avant de clôturer cette partie là, c'est bien sûr qu'est-ce qu'on va avoir en termes de hétérogénéité des conférences. Quand je parle de ça, ça fait quand même quelques saisons, dû notamment à la manne financière, que l'on voit la SEC creuser une sorte d'écart avec le reste des conférences. Alors, vous me direz que la ACC n'est pas très loin et arrive à peu près à suivre le train. Mais je le rappelle que l'année dernière, par exemple, la SEC avait plus d'une dizaine d'équipes sur 64 représentées ou présentes dans le tournoi national. Ce qui donne bien sûr, mathématiquement, plus de probabilité d'avoir une équipe SEC remporter le titre. Donc on arrive à un état où les gens vont commencer à se demander qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. C'est-à-dire que pour moi, clairement, la SEC mérite ce qu'ils ont fait, puisque à la base, ils n'étaient pas aussi hauts, mais ils ont investi depuis la fin des années 90, on va dire même milieu des années 90 jusqu'à maintenant, pour devenir une place forte du baseball universitaire national. Mais maintenant, on a l'impression qu'ils ont un peu l'effet inverse, l'effet où ils ont un certain passe-droit. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui finissent avec 13 victoires, 17 défaites en SEC, qui vont être privilégiées du fait de la difficulté du calendrier, des métriques associées un peu à tout ce qu'ils font, face à des équipes qui ont des bilans positifs, voire même plus que positifs dans des conférences moindres. Donc est-ce qu'on va continuer à voir ce fossé se creuser avec pourquoi pas même une année, peut-être de même 2026, une année où tu vois 12-13 équipes de SEC alors qu'il n'y en a que 16 ou 17 arriver au tournoi national? Ou est-ce qu'au contraire on va avoir ce gap se réduire? Est-ce qu'on va retrouver une certaine homogénéité, hein?
C'est un peu ce genre de questions qu'on pourrait se poser si on regarde un peu plus les conférences. Et pour finir sur les conférences, pour moi, ce qu'on doit regarder aussi, c'est est-ce que la Big Ten va pouvoir continuer sur sa lancée, sur l'élan que lui a donné ces équipes venues de Pac-12 comme Oregon, UCLA, Washington, ces équipes-là qui ont permis en fait de tirer un peu, je trouve, la Big Ten vers le haut et d'avoir une Big Ten représentée même au niveau des collèges World Series. Voilou. Donc tout ça, c'est un peu les choses qu'on peut attendre pour la saison à venir. En termes d'épisodes, je vais faire comme chaque saison des previews. Je ne sais pas encore exactement le format, mais peut-être que je vais faire des previews un peu plus courtes pour vous en sortir peut-être même plusieurs à la suite. Quand j'ai la suite, ça veut dire peut-être pas attendre un toutes les 2 semaines ou un toutes les semaines, mais peut-être un et après au bout de quelques jours un autre, etc. ou une preview, bref. Et quand il s'agit, pour parler de ce podcast, de cet épisode en soi, j'ai pas tout à fait fini puisque j'ai envie de vous parler rapidement une autre excitation de ce début de calendrier 2026, c'est bien sûr la World Baseball Classic. Je reviens tout de suite. Donc voilà, on va pouvoir en reparler. L'événement baseball mondial de ce début d'année 2026, c'est bien sûr la World Baseball Classic qui aura lieu donc du 5 mars au 17 mars. Je rappelle, ce tournoi, c'est un peu la Coupe du Monde du baseball, et surtout avec l'engouement naissant et augmentant au fur et à mesure des versions. On se retrouve avec une World Baseball Classic qui est de plus en plus attendue et de plus en plus médiatisée. On atteste aussi le nombre de stars qui ont affirmé et confirmé qu'elle ferait partie ou qu'elle serait à la disposition des effectifs de chacune de leurs nations. On va se retrouver cette fois-ci avec 20 équipes. Parmi ces 20 équipes, il y a déjà 16 équipes qui étaient du tournoi 2023 et elles étaient dans le top 4 de leur poule respective. C'est pourquoi elles étaient qualifiées directement. Et ensuite, on a eu 4 autres équipes qui ont été qualifiées par les Qualifying Tournaments. Les 4 équipes en question, c'est Colombie, Nicaragua, Brésil et Chinese Taipei. Ce qui veut dire que la Chine n'est pas qualifiée. C'est la première fois, je pense, qu'ils loupent les World Baseball Classic de mémoire. Et le Brésil qui s'est qualifié, c'est la première fois depuis 2013. Donc, on va retrouver différentes poules. Ces poules vont se retrouver donc dans différents endroits entre guillemets du monde. La poule A, c'est du côté de Porto Rico, avec justement Puerto Rico, Panama, Cuba, le Canada et la Colombie. La poule B va se retrouver, c'est une des deux poules aux États-Unis, ça va se retrouver du côté de Houston, avec les États-Unis, le Mexique, l'Italie, la Grande-Bretagne et le Brésil. La poule C, du côté du Tokyo Dome, ça va être la poule du Japon, de la Corée du Sud, encore une fois, comme on se retrouve, de l'Australie, de la République tchèque qui avait vraiment émerveillé tout le monde en 2023, et de Chinese Taipei. Et la poule D qui va se retrouver, c'est l'autre poule américaine, donc qui va se retrouver du côté de Miami, c'est avec le Venezuela, les Pays-Bas, la République dominicaine, Israël et le Nicaragua. Donc, ces 4 poules, comme je dis, vont être à différents endroits de la planète. Si je me rappelle bien, la qualification c'est un round robin et c'est les 2 meilleures équipes de chaque poule qui se qualifient pour les quarts de finale de mémoire. Et ça va être très intéressant pour moi de suivre un peu tout ça, puisque, comme j'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est de voir en fait l'engouement et le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs stars qui ont dit qu'elles seraient disponibles pour ce tournoi. En 2023, c'était déjà le cas, notamment pour le Japon, même pour les États-Unis. Là, en 2026, c'est encore plus le cas. On voit vraiment que on veut amener toutes ces forces en présence pour pouvoir, pourquoi pas, briguer le titre. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que il y a on va dire une potentialité que États-Unis et Japon se retrouvent dès les demi-finales. Si je me rappelle bien, en fonction des poules et compagnie, je pense qu'il y a un monde où elles se retrouvent en fait à s'affronter au niveau des demi-finales.
Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Bien sûr, il y a des histoires dans les histoires, hein. Il y a la Corée du Sud qui va vouloir enfin renouer avec un passé glorieux, hein. Je vous rappelle que les premières éditions des World Baseball Classic avaient été un peu sous l'égide coréenne, même s'ils ne l'ont pas remporté, mais pour dire qu'ils avaient été assez bons à ce niveau-là. Mais par contre, ces dernières saisons, par exemple en 2023, dès le premier tour élimination, je pense que c'était la même chose en 2017 de mémoire. Donc on va voir s'ils vont pouvoir enfin redorer un peu le blason. Et l'autre grosse équipe en termes de baseball historique, c'est la République Dominicaine. La République Dominicaine, je vous rappelle qu'en 2023, ils sont éliminés dès le premier tour. Et pourtant, ils ont un gros roster. Et là, encore une fois, avec les joueurs qui ont dit qu'ils allaient venir, bah normalement, ils ont un très gros roster. Donc à eux de pouvoir se montrer et de pouvoir un peu vaincre cet affront ou réparer cet affront de 2023. On peut aussi penser à des équipes comme le Canada, hein, le Canada qui a quand même des joueurs potentiellement très intéressants qui pourraient pourquoi pas tirer leur épingle du jeu, et on pourrait pourquoi pas voir un peu la continuité de progression d'équipes surprises de 2023 comme la République tchèque, voire aussi des équipes comme l'Australie, les Pays-Bas qui devraient être encore solides, etc. Donc vraiment, encore une fois, très intéressant, un tournoi que j'ai pu aller voir et auquel j'ai pu assister pour quelques matchs, notamment les quarts de finale du côté de Miami en 2023, c'était très intéressant. Cette année, je pense pas que je vais pouvoir y aller, mais par contre, je vais bien sûr suivre les matchs comme ils se doivent. Je pense que pour nous aux États-Unis, les matchs seront sur Fox, en tout cas sur le groupe Fox, hein, ça ne veut pas dire forcément sur la chaîne principale Fox, mais sur le groupe Fox, pour les matchs qui se déroulent aux États-Unis. Et les matchs qui se déroulent au Japon, au Tokyo Dome, je pense qu'ils seront disponibles sur Netflix. Alors pour vous en France, il faudrait vérifier quels sont vos diffuseurs. Est-ce que beIN va vouloir montrer la World Baseball Classic? Est-ce que vous allez devoir passer par un VPN ou autre? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, c'était le petit mot sur la World Baseball Classic, puisque c'est l'autre événement pour moi majeur de ce début de saison, avant bien sûr le retour du baseball professionnel avec la MLB, la NPB, la KBO, et pour ceux qui suivent d'autres ligues, bien sûr, les autres ligues qui ne jouent pas en hiver, mais à partir du printemps. Voilou. Eh bien, ma foi, c'était un petit exercice, un petit retour tranquille. On n'est pas rentré trop dans les détails. Comme je l'ai dit, il va y avoir des épisodes qui vont arriver pour les previews habituels. Je vais voir encore une fois comment je vais découper. Vous le saurez bien assez tôt puisque ça devrait arriver incessamment sous peu. Encore une fois, merci beaucoup pour les écoutes, pour le suivi. J'ai eu quelques stats, notamment sur la partie podcast. C'est vrai que sur YouTube, il n'y a pas trop de monde qui y va, et c'est un peu normal parce que à part podcast, je sors quasiment plus de vidéos. Mais sur la partie podcast, les plateformes d'écoute, notamment Spotify, ça marche quand même pas mal. Donc vraiment impressionné et vraiment très heureux de voir que ça intéresse du monde. Donc n'hésitez pas aussi à me faire vos retours, des choses que vous souhaiteriez voir, entendre, des sujets qui vous intéressent, des choses que vous avez pu voir sur internet dont vous voulez certaines clarifications par exemple. N'hésitez pas, je suis là aussi pour l'interaction. Et surtout ces bons mots, j'ai envie de vous dire à très bientôt, hein, 2026 est là, donc nous voilà de nouveau. Allez, ciao.